Bienvenue à tous dans ce 79e numéro du Journal de l'Histoire. Nous allons parler de l'islam, deuxième religion de France. Pour la première fois, un ouvrage collectif paru chez Albin Michel aborde l'histoire de l'islam en France depuis la mythique bataille de Poitiers jusqu'au débat actuel. Et pour en parler, nous recevons Monsieur Mohamed Arkoum. Vous êtes professeur émérite d'histoire de la pensée islamique à la Sorbonne et vous êtes directeur de cet énorme ouvrage qui a nécessité combien de temps de travail? 2 ans de travail, de prière aux collègues pour qu'ils veuillent bien y participer et d'être à l'heure pour remettre leur copie. Mais je suis nous sommes heureux, Jean Moutapa et moi-même, du résultat parce que l'accueil a été excellent. Et on a compris surtout l'esprit dans lequel le livre est conçu et réalisé. Et c'est chez Albin Michel, vous nous en direz plus tout à l'heure. Toujours dans l'actualité, la place de l'islam dans l'histoire de France, depuis la mythique bataille de Poitiers 732. Je crois qu'il n'y a pas un écolier. Vous annoncez la couleur. Là. Oui, il n'y a pas un écolier qui ne se souvient pas de 732, même s'il est mauvais en histoire, jusqu'aux questions contemporaines soulevées entre autres par les débats autour de la colonisation. Donc cette histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours, c'est un ouvrage collectif, vous l'avez compris. Et Mohamed Arkoum, vous êtes le responsable de cet ouvrage, un ouvrage de 1200 pages, préfacé par Jacques Le Goff, et auquel donc ont participé, je crois, plus de 70 historiens et chercheurs. Alors, la question de l'islam en France, Mohamed Arkoum, on a tendance à la faire ressurgir au moment des grandes controverses. Je pense au foulard, la colonisation, les banlieues. Bien sûr, justement, c'est un ouvrage qui manquait et nous avons pensé chez Albin Michel qu'il fallait faire justement un ouvrage de cette ampleur pour intervenir dans la conjoncture actuelle qui met l'islam en avant, mais un islam totalement transformé en base de lutte politique, et en base de terrorisme, de fondamentalisme, etc. Et l'histoire est complètement gommée de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit, de tout ce qui s'écrit, même par des chercheurs. Et cette situation est tout à fait intolérable. Parce que justement, on montre dans ce livre que la relation avec l'islam, entre la France spécifiquement et l'islam, évidemment il y a l'Italie, il y a l'Espagne aussi qu'il faut évoquer, mais enfin la France elle-même, on s'imagine que ça date des années 70, quand on a fait le regroupement familial et puis l'afflux des immigrés, et voilà l'islam qui surgit, comme s'il n'y avait pas d'histoire. Bien sûr. C'est presque une œuvre, j'ai envie de dire, citoyenne, et dans laquelle, déjà, vous refusez le choc des civilisations. Absolument. Elle est citoyenne, et aussi, et c'est une sorte de manifeste historique, parce que nous avons choisi des collaborateurs qui écrivent l'histoire en s'intéressant au soubassement culturel de l'histoire, pour expliquer, par exemple, que les croisades sont fondées sur la notion de guerre juste, qui, pendant les croisades, devient la guerre sainte, des deux côtés. Des deux côtés. Or, jusqu'à présent, on ne considère qu'un seul côté, qui a le droit de pratiquer la guerre sainte ou la guerre juste, théorisée depuis Saint-Augustin, mais pendant les croisades, on a fait un pas de plus en disant la guerre sainte. Et de l'autre côté, c'est la non-religion. C'est la forgerie du diable, ce qui est un terme employé dans le langage théologique du temps, alors que la notion de djihad correspond très exactement, par l'élaboration théologico-juridique, à la notion de guerre sainte qui fondait la guerre du côté chrétien. Alors, en expliquant les choses de cette façon, quand même, on change totalement notre optique sur d'abord l'écriture de l'histoire et surtout sur la notion de guerre juste, de religion vraie, la notion de religion vraie, parce que chaque religion revendique le privilège d'être la religion vraie et exclut les deux autres monothéistes. On a toujours l'infidèle de l'autre. Exactement. Et ça aussi, on le fait ressortir dans un grand nombre de chapitres parce que ça se répète tout au long de l'histoire, jusqu'au 19e siècle et jusqu'à nos jours. Ça n'est pas terminé. Mohamed Arkoum, d'un mot, cette date de 732,
quelle est sa signification précise? Eh ben, sa signification précise, c'est on la donne à l'école 732, Charles Martel, arrête les Arabes à Poitiers. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Eh ben, ça veut dire qu'il y a eu ce qu'on appelait en ce temps-là une sorte de petite razzia d'un groupe de gens qui étaient berbéro-arabes. Plutôt berbères qu'arabes, d'ailleurs. Plutôt berbères qu'arabes, bien D'abord parce que entendu. les Arabes n'auraient pas été assez nombreux. Mais ils n'ont jamais été assez nombreux jusqu'après le XIe siècle. Et ils ne sont pas seulement Parce à qu'il y a Poitiers, deux vagues d'invasion. Il y a la vague du XIe siècle qui est beaucoup plus nombreuse et qui est une vague nomade, tandis que les premiers venaient de cités et non pas du désert. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Mais à la même époque, ils sont aussi à Autun. Oui, c'est pas le seul cas. Simplement, c'est celui qui est devenu célèbre à cause de Charles Martel. Laurent. Alors, ce qui est frappant dans cet ouvrage, Mohamed Harkoun, c'est que les Français, les élites, les politiques se sont fait une image des musulmans presque avant même d'en avoir vu. Et que c'est une construction d'image qui a été vérifiée ou non par la réalité. Ça commence avec une chanson de geste. Oui, absolument. Ça commence exactement avec les troubadours et tout ça. Ou les combats de Charlemagne contre les musulmans, alors qu'il n'en a jamais vu un seul en Orient, puisqu'il n'y est pas allé. C'est pour cela que on fait surgir l'idée d'une mytho-histoire, que j'appelle cela une mytho-histoire, parce qu'elle est présente dans toutes les cultures, ce n'est pas seulement en France. Toutes les nations du monde et toutes les communautés religieuses écrivent leur passé sous forme d'une mytho-histoire et non pas du tout d'histoire. Et je m'étonne que les collègues historiens n'aient pas retenu ce concept précisément pour nommer d'une façon objective ce qui se passe dans l'écriture de l'histoire et surtout dans son enseignement. Le maléisa qui a régné sur l'école française républicaine pendant plus de 30 ans, je me rappelle, nous rappelons la phrase de Malé-Isaac, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Regardez, prononcer comme ça, c'est vraiment une belle illustration de l'écriture mytho-historique. Alors, on pourrait citer quelques dates clés qui nous rappellent des choses. 1906, 2006, centenaire de l'agrégation d'Arabes. Ça, c'est un détail. 1914, École nationale, création de l'École nationale des langues orientales, l'ANGZO. 1919, je vais m'arrêter sur une des dates. Espace musulman dans les cimetières pour les combattants de la Grande Guerre. Et puis 25 ou 26, je ne sais plus précisément, l'inauguration de la mosquée de Paris. La mosquée de Paris. Quel était cet événement? Il y a 27 aussi, l'hôpital franco-musulman de Bobigny. Oui, ça, ce sont tout de même quelques gestes, effectivement, qui ont été faits par la France, au temps où l'Algérie était une terre française, gouvernée par la souveraineté française. Et ce sont des petites attentions qui sont accordées aux Algériens, mais aussi à partir de 1920, il y a aussi le Maroc qui est là, et puis la Tunisie qui était déjà là. Et donc c'est la présence française dans l'ensemble du Maghreb qui est en jeu et qui a donné lieu à j'appelle ça des petits gestes, parce que la grande politique qui aurait consisté par exemple à appliquer en Algérie, département français, la loi de 1905, aurait dégagé et installé en Algérie une culture laïque et un début de séparation entre la religion et l'État en France, et ce qui aurait fait énormément de choses pour éviter les catastrophes dans lesquelles nous vivons. D'un mot, Mohamed Harkoun, on ne refait pas l'histoire. Oui, et puis on pourra en parler longuement. D'un mot, et pour conclure, au terme de 13 siècles quand même, contenu là, de rencontres et de conflits, l'islam, est-ce qu'on peut dire que l'islam est constitutif de l'identité française? Pas encore. C'est trop tôt. C'est trop tôt parce que les relations en profondeur sur le plan de la culture et du parcours surtout historique de la pensée française n'ont pas été diffusées par l'école en particulier républicaine en Algérie, parce que les écoles étaient distribuées de manière parcimonieuse pratiquement jusqu'à l'éclatement de la guerre d'Algérie. Donc ça, c'est un point d'histoire extrêmement important. Ça aurait pu se produire, mais ça ne s'est pas produit. Donc, sous votre direction, Mohamed Harkoun, préface de Jacques Le Goff, Histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours. C'est très complet, c'est passionnant et c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup. Ce journal de l'histoire, rendez-vous la semaine prochaine. Merci.